Ils appellent l'Europe à dénoncer sans ambiguïté la politique du gouvernement israélien. Des chercheurs et anciens ambassadeurs signent une tribune dans le quotidien français Le Monde. Ils dénoncent l'idéologie suprémaciste qui guide, selon eux, le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son gouvernement. Et nous recevons ce soir l'un des signataires de ce texte. Bonsoir Michel Duclos. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ambassadeur de France en Syrie. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne à Paris. Je précise que votre dernier ouvrage s'intitule Diplomatie française, ouvrage à retrouver aux éditions Alpha. Alors avant de vous entendre sur cette tribune qui dénonce la politique israélienne, je voudrais avoir une réaction de votre part sur cette volonté du président français de reconnaître prochainement un État palestinien. À titre personnel, comment est-ce que vous accueillez cette annonce ? Je l'approuve, parce que, évidemment, il n'y a jamais de bon moment pour faire ce genre de geste. Et ce genre de geste comporte évidemment un aspect plus symbolique que réel. Et malgré tout, il peut avoir un effet d'entraînement, surtout s'agissant de la France. Et par ailleurs, plus on attendait, moins on était compris par les États de la région. Et comme nous allons co-présider avec l'Arabie Saoudite au mois de juin une conférence importante des Nations Unies sur la Palestine, sur l'État palestinien, je crois que c'était le bon moment. Et je pense que Macron, sur ce point, a eu raison. La France ne donne pas l'impression d'y aller un petit peu au coup par coup dans cette région, justement, par rapport à cette politique, et notamment sur cette question de la reconnaissance d'un État palestinien ? Soyons francs, ça n'avait pas été la priorité du premier quinquennat de Macron, et au début de son second quinquennat non plus. Donc effectivement, nous avons donné dans la région l'impression que sur un sujet capital, nous étions un peu absents. Un peu absent. Alors vous, en tout cas, dans cette tribune que vous signez, que vous co-signez avec d'autres chercheurs et anciens ambassadeurs, vous appelez donc l'Europe à dénoncer sans ambiguïté l'idéologie suprémaciste, je cite la tribune, qui anime désormais le gouvernement israélien. Qu'est-ce que vous entendez précisément par idéologie suprémaciste ? Dans cette tribune et dans beaucoup de discussions sur ce sujet évidemment difficile, très sensible, je crois qu'il faut distinguer trois aspects ou trois niveaux. Il y a quand même un premier aspect qui est tout simplement humain. Et c'est quand même aussi l'axe que retient cette tribune. On ne peut pas rester indifférent au massacre quotidien de Palestiniens qui, par ailleurs, mènent une vie épouvantable dans les ruines, en ayant faim et sans médicaments, sans eau. Donc il y a ce premier aspect, il doit y avoir un sursaut de la conscience. Et là, effectivement, ce que nous constatons, c'est que la communauté internationale n'est pas suffisamment mobilisée. Les opinions ne sont pas suffisamment mobilisées. Le second aspect, c'est l'aspect plus de principe ou d'idée. Et effectivement, il y a toute une querelle sur est-ce que c'est une politique génocidaire, du nettoyage ethnique, d'autres expressions sont utilisées. Là, nous ne prononçons pas. Dans ces termes, il y a souvent une signification juridique que seuls les juristes peuvent assumer, naturellement. Mais ce qui nous semble quand même, c'est que ce qui définit ce gouvernement, c'est une attitude suprématiste. Et les alliances de M. Netanyahou avec l'extrême droite, et notamment l'extrême droite religieuse, l'ont déporté vers cette attitude, cette idéologie très déplaisante, qui serait de croire qu'il y a des êtres... Qui a été peut-être aussi légitimée par le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Alors, tous les gouvernements américains soutiennent le gouvernement israélien. Et donc... je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là... Les gouvernements américains ne proposent pas des projets de Riviera pour Gaza. Oui, mais c'est possible, vous avez peut-être raison. Je crois surtout, ce qui me frappe surtout, c'est que Trump a été capable de tordre le bras de Netanyahou à travers M. Witkoff pour obtenir la trêve avant même qu'il soit à la Maison-Blanche. Et donc il a fait caler
le gouvernement Netanyahou, de même que sur certains points, sur l'Iran, on voit qu'il n'est pas vraiment d'accord. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ayant fait céder une fois Netanyahou sur cette affaire de trêve, ensuite Netanyahou a eu les mains libres. Et donc il a pu rompre la trêve, reprendre les bombardements intenses sur Gaza et d'ailleurs aussi sur le Liban, et par ailleurs mener en Cisjordanie une politique de conquête, là aussi de bombardement d'ailleurs, tout à fait incompatible avec le droit international. Donc ça c'est le deuxième aspect. Puis il y a le troisième aspect qui est plus politique, qui est la reconnaissance d'Israël ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution à ce douloureux problème. La reconnaissance d'un État palestinien. D'un État palestinien, tout à fait. Alors il y a juste un point sur lequel je voulais revenir que vous avez évoqué, c'est l'absence d'opposition internationale à la politique israélienne. C'est quelque chose que vous évoquez dans cette tribune dont vous êtes signataire. Il y a quand même une opposition des États de la région, notamment sur la question du déplacement de la population de la bande de Gaza en Égypte ou en Jordanie, ce qui avait été proposé par Donald Trump. Il y a eu notamment ce contre-plan arabe pour la reconstruction de Gaza. Vous ne pensez pas justement que la diplomatie des États arabes et notamment des États du Golfe est plus forte aujourd'hui, a plus de poids que la diplomatie américaine en ce qui concerne ce dossier et cette région? Alors on va le voir, mais ce qui est vrai, c'est que l'Arabie saoudite en particulier détient des cartes, comme dit M. Trump, parce que d'abord c'est une puissance économique qui joue un rôle dans le prix du pétrole et des choses comme ça qui sont évidemment très importantes pour les Américains et pour Trump en particulier. Ensuite, parce que l'un des rares projets qui avait réussi pendant le premier mandat de Trump, ça avait été les accords d'Abraham, dont l'Arabie saoudite ne fait pas partie. Donc il est clair que pour Trump 2, si je puis dire, amener l'Arabie saoudite à reconnaître Israël, c'est un objectif important. Et donc ça permet aux Saoudiens de détenir un levier vis-à-vis de l'Amérique. Par ailleurs, dans la région, au fil de ces dernières années, c'est clair que l'Arabie saoudite a renforcé sa position et détient maintenant un rôle leader. Donc pour toutes ces raisons, il est effectivement important que les États arabes, notamment l'Arabie saoudite, adoptent la position que vous indiquez, qui est une position quand même de résistance à Washington. Et par ailleurs, ce qui serait également important, c'est qu'il puisse y avoir une coalition entre ces États arabes et au moins les principaux États européens pour faire avancer une solution définitive au conflit. Alors sur la question de la pression, on l'évoquait, on en parlait dans le journal évidemment depuis le 7 octobre 2023, Benjamin Netanyahou et son gouvernement sont sous pression internationale, sous pression aussi de la rue israélienne. Et puis il y a cette nouveauté, ces centaines de réservistes et de vétérans de l'armée israélienne qui aujourd'hui affichent publiquement leur opposition à la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza, ou qui en tout cas disent qu'il faut considérer comme priorité le fait de libérer les otages. Selon vous, ce vent de contestation au sein de l'armée israélienne, est-ce qu'il est de nature à infléchir la position du Premier ministre Benjamin Netanyahou? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment dans le détail la politique israélienne. Ce que je peux vous dire, c'est que moi-même, j'ai des amis israéliens qui manifestent tous les samedis. Parce que le sentiment d'une partie importante de la société israélienne, c'est que le gouvernement de Netanyahou, en réalité, n'accorde pas la priorité à la libération des otages. C'est un prétexte pour lui, mais ce qu'il veut, c'est avant tout éliminer le plus possible chasser le plus possible les Palestiniens de Gaza et accroître l'occupation de la Cisjordanie. Et là, il faut dire que c'est peut-être un des rares rayons de soleil dans une situation extraordinairement grave et dramatique. C'est que oui, l'Israël reste encore une démocratie et bien sûr, il y a une opposition au gouvernement actuel.
Une dernière question, Michel Duclos, sur l'actualité de la région, puisqu'en plus c'est une actualité qui ne plaît pas beaucoup au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les États-Unis entament demain des négociations directes avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Ça, c'est un succès diplomatique pour Donald Trump, cette reprise du dialogue direct avec l'Iran? On peut le dire. Je crois que les Iraniens ont beaucoup perdu dans la région. Ils ont perdu le Hezbollah, ils ont perdu la Syrie. On peut en discuter parce que c'est pas le changement de régime qui a marqué une défaite pour l'Iran. C'est le fait qu'Israël avait bombardé systématiquement ses positions dans le pays. Mais je crois que maintenant, pour les Iraniens, la priorité des priorités, c'est de rétablir avec Washington des relations qui lui permettent de sortir d'abord de son marasme économique et puis aussi d'éviter le coup d'après qui pourrait être une frappe massive d'Israël, sans doute avec l'aide des États-Unis sur ses installations nucléaires. Donc là, pour l'instant, Trump est sur la bonne voie, si je puis dire. Mais est-ce que les Iraniens auront la sagesse de comprendre où est leur intérêt? C'est un peu ce qui va être déterminant pour la suite. Déterminant pour la suite. Merci beaucoup, Michel Duclos, ancien diplomate. Merci beaucoup pour votre analyse. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Diplomatie française, à retrouver aux éditions Alpha. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci à vous.